Depuis longtemps déjà, je rêvais de remonter les plaines d'Asie du Sud-Est, ses rizières et ses temples. Et ce, jusqu'aux plus hautes montagnes de Chine, ce pays mi-moderne, mi-traditionnel. Entre monastères et pagodes, ce voyage rythmé s'élève jusque sur un bout du plateau tibétain. Depuis la capitale thaïlandaise, des routes secondaires épousent les Klong, ces canaux qui irriguent l'immense plaine. Mon itinéraire me conduit rapidement jusqu'à Ayutthaya et ses temples. L'ancienne capitale annonce la campagne, ses rizières, ses champs, ses temples exubérants dans la lumière matinale. J'avance à l'abri des véhicules sur un maillage de petites routes aux revêtements variés. En remontant la plaine thaïlandaise, j'ai décidé d'éviter les grands axes routiers pour me concentrer sur de toutes petites routes qui zigzaguent entre les différents champs de maïs et surtout des rizières. Une route qui n'est pas monotone, d'autant plus que j'ai un vent majoritairement favorable. Bref, tout serait parfait. Seul hic, entre midi et 15h, il fait particulièrement chaud, près de 40 degrés, si bien que je dois adapter mes journées en partant très tôt. Et en milieu de journée, je me retrouve déjà à avoir fait plus de 130-140 km. La journée est pratiquement pliée. Je vais essayer de me trouver un hôtel avec piscine. On va essayer d'en profiter pour la fin de l'après-midi. Après Ayutthaya, me voici arrivé à Sukhothai, elle aussi une ancienne capitale du royaume de Siam, qui est beaucoup plus éloignée de Bangkok et qui de fait est beaucoup moins prisée, beaucoup moins touristique. Ici on est au lever de soleil, c'est absolument fabuleux avec le soleil qui se lève derrière les pagodes et il n'y a pas encore beaucoup de monde sur le site. Bref, c'est vraiment l'occasion d'en profiter. Derrière les temples se devinent des filiations khmères ou hindoues. Sukhothai est une belle surprise, certainement l'un des plus beaux sites du pays, un véritable petit Angkor au cœur de la Thaïlande. Je poursuis 80 km plus loin vers Sisachanalai, lointain cousin encore moins fréquenté. Ici, la chaleur de l'après-midi écrase les temples imposants et les pagodes qui semblent se cacher dans la forêt. En cette fin de saison sèche, le ciel devient de plus en plus laiteux. Tout au nord, je traverse enfin le Mékong. De l'autre côté, le Laos. Les reliefs se dessinent dans la lumière poussiéreuse. Entre les pauses fraîcheurs, des gestes de bienvenue. Je m'accroche à quelques camions avant que l'unique axe routier ne devienne qu'un amas de poussière. Après 2
toujours passé dans la campagne laotienne à traverser de petits villages aux maisons de bois, je suis arrivé à la frontière chinoise dans la ville de Boten, une petite ville, peut-être 5-10 000 habitants, qui n'a strictement rien à voir avec le reste du pays. Et pour preuve, c'est une ville qui est en perpétuelle construction, faite de gratte-ciel, de casinos, de clubs de karaoké. Un lieu où les Chinois se prélassent peut-être 1-2 journées. C'est un peu ce que représente Tijuana pour les États-Unis. Boten referme ma parenthèse laotienne. En traversant la frontière, j'atteins déjà la Chine. De petites routes discrètes serpentent entre les montagnes arborées. Au creux des vallons, de petits villages d'ail. Certains ont été soigneusement rénovés. Et pour mon plus grand bonheur, la plupart de ces villages demeurent encore peu visités. Sur ces routes défilent alors les plantations de thé, celles célèbres de la région de Pu'er. Entre les longues vallées agricoles, on longe d'impressionnants ouvrages de béton, signe de l'élan de modernisme du pays. On traverse aussi quelques villes propres, organisées et quadrillées. Le trafic n'y est pas si pesant. Au matin, tout y est même très paisible. Au Yunnan, mon itinéraire traverse l'ancienne route du thé et des chevaux, un ancien maillage commercial qui permettait de relier le Yunnan et le Sichuan jusqu'au haut plateau tibétain en vue d'échanger du thé contre des chevaux de guerre alors précieux pour l'administration impériale qui venait de faire face aux invasions mongoles. Sur la route, on traverse de très beaux villages d'aï, des villages baï, mais également, là où je me trouve actuellement, un village Hui, habité par une communauté musulmane qui abrite encore de très belles demeures commerçantes. Parmi toutes ces étapes, ma préférence va pour la ville de Weishan. Mais entre les pagodes millénaires, nombre de sites suscitent l'intérêt de plusieurs dizaines de milliers de touristes chaque jour. De trop nombreux villages sont devenus des parcs d'attractions totalement artificiels. Il suffit pourtant de s'éloigner à travers champs dans les villages voisins. Dans un dédale d'étroites routes bétonnées, d'élégantes bâtisses familiales côtoient d'anciennes maisons traditionnelles. Ce méli-mélo de calme et de vie locale est un coup de cœur. De toutes les villes du Yunnan, Lijiang est de loin la plus célèbre. C'est une véritable petite Venise chinoise avec son entrelac de ruelles et ses canaux. Et pour éviter les foules, il n'y a pas mieux que de la visiter entre 7 et 9 heures du matin, à l'heure où les commerces sont encore fermés. Les reliefs sont de plus en plus élevés. Je contourne les monts du Dragon de Jade avant de remonter sur un plateau glacial à plus de 3000 mètres d'altitude.
Dans un bout du Yunnan, me voici arrivé aux portes d'entrée des terres tibétaines dans la ville de Shangri-La. Alors, il y a une trentaine d'années, au début du XXIe siècle, Shangri-La n'existait pas. La ville s'appelait alors Zhongjian. Mais devant le succès de villes comme Dali et Lijiang, les autorités chinoises ont essayé de chercher une troisième ville avec un concept marketing inspiré du livre des Horizons perdus pour renommer la ville de Zhongjian en, il faut le dire un peu plus sexy, Shangri-La. Alors, comme Dali, comme Lijiang, Shangri-La est assez artificiel. Tout est fait pour le tourisme de masse, tout est assez commercial, mais avec une visite assez tôt le matin, on a le bonheur de profiter d'une vue sur le monastère pour soi tout seul. De Shangri-La, je n'en demandais pas plus. La route descend avant de traverser des gorges et des montagnes arides auxquelles se suspendent les maisons tibétaines, faites de pissé d'un blanc éclatant. Les températures glissent parfois sous zéro. Pour relier la ville de Batang, j'avais deux choix. L'une, passer par un col à 4900 mètres d'altitude, et le plan B suit la rivière Jinsha à travers une succession de tunnels. Bon, j'ai dû me résoudre à prendre le plan B, la route des tunnels, parce que j'ai pris un petit rhume et la météo n'est absolument pas au beau fixe. Du moins, certainement pas suffisamment clémente pour monter à 4900 mètres d'altitude. Bref, la plupart des tunnels sont éclairés. On passe un peu sur des routes où il y a un peu moins de trafic, donc c'est pas si désagréable. Plus au nord, l'école se faufile entre de belles forêts de conifères et traverse des paysages très alpins. J'atteins le Kham, cette région tibétaine à cheval sur 3 provinces. Dans les vallées, une ambiance tibétaine faite de drapeaux et de moulins à prière. Plus haut, je bifurque parfois sur des pistes isolées et des hauts cols. Et en contrebas, des villes et des monastères perchés, faits de rouge et d'or, qui rassemblent les locaux dans une intense dévotion. Certains monastères, comme celui de Babang, semblent surveiller leur vallée encaissée comme une forteresse de foi. Je suis à Deghe, la capitale culturelle du Kham et l'un des foyers de toute la culture tibétaine. On y trouve ici une imprimerie qui date du début du XVIIIe siècle et qui édite toujours des textes sacrés pour le courant Nyingma du bouddhisme tibétain. Dans une chorégraphie ancestrale, les feuilles sont encore imprimées à la main. Le lieu tout entier dégage une profonde spiritualité. Plus haut, d'autres monastères. La neige ici rappelle la fin de l'hiver.
Dzogchen est l'un des principaux centres du courant Nyingma. Des yaks de part et d'autre, qui avancent leur masse lente et laineuse. Mon itinéraire s'enroule dans les reliefs et descend timidement le long de la rivière Yalong, long ruban d'eau brunâtre qui se faufile dans un chapelet de méandres. Dernière vue sur les hauts sommets, et j'atteins enfin Garzê, ultime ville de mon voyage. Après plus de 3300 km, il est temps pour moi de terminer mon voyage. Alors ici en altitude, il faut dire que les 40 degrés que j'ai eu en Thaïlande me manquent un peu. Mais bon, c'est aussi tout ce qui fait la richesse et la diversité de ce voyage. Et ce voyage a été particulièrement riche. Un voyage qui se termine loin des artifices du tourisme de masse, dans ce bout de Tibet encore confidentiel et profondément spirituel.